Bonjour et bienvenue sur ce point marché Daily FX, Nicolas Lavallée au micro, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble faire un tour du Forex, donc des devises, des majeurs, puis nous regarderons ensemble les indices. Je sais qu'en ce moment ce sont les indices qui vous intéressent particulièrement, avec notamment un plus haut historique qui a été réalisé sur le SP. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Si vous pouvez me confirmer sur le chat que vous entendez bien le son. Normalement, on ne devrait pas avoir les mêmes problèmes de caisse que la semaine dernière, donc je pense que devrait être bon techniquement. Si vous pouviez me confirmer ça sur le chat, je vous en remercie par avance. Le temps pour moi de vous faire le petit message d'avertissement de rigueur. Comme chaque semaine, et c'est important, la négociation sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD et consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Toute opinion, information de marché, note de recherche, analyse priote, notification ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Un conseil en investissement, c'est important de le souligner. FXCM ne pourra donc en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner, qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Bonjour Tony Lux, bonjour Visiteur, bonjour Patrick88, bonjour Cani974. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure de son. Je pense que là, ça devrait être ok puisque je ne suis plus eh bien, j'étais en fait, j'ai déménagé simplement. Voilà, j'ai rejoint le sud de la France avec, écoutez, nouveau logement, nouvelle connexion internet qui devrait être plus fiable que celle que j'avais avant. Et donc voilà, donc je peux vous assurer que ces derniers jours, ces dernières semaines ont été un peu épiques parce que bah voilà, ça faisait quand même 20 ans que j'étais à 70 km de Paris et me voilà maintenant dans le sud de la France. Alors c'est pas les mêmes oiseaux, c'est pas la même végétation et c'est pas non plus le même soleil. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance et je suis surtout très heureux de vous retrouver donc cette semaine sur ce webinaire que l'on va attaquer avec l'indice US dollar FXCM. Donc je tente de fermer cette fenêtre là. Voilà, donc on va attaquer par l'indice par l'indice FXCM US dollar qui est en train pour moi, de consolider sous résistance. Ça ressemble à une accumulation. Je vais passer assez vite, hein. Vous connaissez ce canal haussier que je vous ai présenté depuis maintenant longtemps. Donc on a latéralisé longtemps sur l'US dollar et au contact de la bande basse du canal, on a trouvé appui avec sur Brexit une belle appréciation des actifs donc du dollar face au panier de devises que constituent la livre, l'euro, l'AUD et je pense que et l'USD yen. Voilà. Donc belle appréciation du dollar. Je pense qu'on a fait une vague 1. Donc on est en train de faire la vague 2. On peut aller techniquement plus bas, ça peut ressembler à un drapeau. Euh, on peut latéraliser encore quelques temps, mais je pense qu'on va finir par s'extraire de cette latéralisation par le haut. Euh, à ce moment-là, l'idée c'est de se dire en 1, quel est l'objectif. Donc l'objectif pourrait être en premier lieu une expansion à 618 donc de cette structure, plus ou moins en double bottom. Alors bon, c'est un double bottom qui est issu d'une phase de retracement, donc c'est pas un pur double bottom. Les vrais double bottom, ce sont ceux qui sont en fin de tendance et qui matérialisent finalement d'un point de vue psychologique un retournement de tendance avec constitution donc d'un socle sur support. Là en fait le support c'était un support dynamique au regard de la ligne de tendance que je vous ai donnée qui est constituée par le bas de canal, mais c'était également un support chartiste, donc pas surprenant de voir ce genre de structure apparaître. Alors le fait marquant c'est qu'on a cassé la ligne de coup. Est-ce que ça veut dire qu'on va partir plein de balles maintenant, aller chercher le premier objectif des 12 170, puis a priori la ligne médiane, parce que si on fait une vague 1-2 ici, ça veut dire qu'on va attaquer la 3 de la 3, puisque là on a fait
grand 1, grand 2, petite vague 1, une petite vague 2 qui est en cours, et donc on peut s'attendre à la 3 de la 3 qui a priori ne devrait pas s'arrêter là. Mais en tout cas, on peut quand même s'attendre en général à ce que ce genre d'expansion Fibonacci, en plus on voit que c'est une résistance chartiste, fasse quand même refluer les cours, et donc qui dit incertitude dit donc zone de TP. Moi je vous avais donné l'entrée sur les 11 800. Je considère que ce premier niveau d'expansion qui est une résistance était un TP2 ici, un solde qui court donc vers la ligne médiane de ce canal de régression de moyen terme. Alors maintenant, si vous n'êtes pas dedans, évidemment c'est très difficile d'entrer ici avec comme TP1 donc les 12 220, sachant que votre stop n'est pas du tout évident. D'accord ? Donc ici, si vous deviez rentrer sur la zone pour chercher en TP1 225 points, ça veut dire qu'il vous faudrait un stop de 100 points, il faudrait le mettre en dessous de ce niveau Fibo, donc des 0,618, donc relative à cette expansion qui ferait office de toute façon de support. Donc ce serait un stop légèrement en dessous de ce seuil. C'est pas super sexy, je préférais moi qu'effectivement il retrace, qu'il aille chercher ce niveau-là. Et à ce moment-là, si on a un dollar qui revient tester cette zone, ma foi, c'est quand même plus attractif, avec un vrai stop qui ne serait pas un stop technique, mais un stop chartiste sous les derniers bas. Et là, on aurait du reward pour aller rechercher la ligne médiane qui se trouverait beaucoup plus haut, c'est-à-dire vers les 12 450, 12 500. En tout cas, peu importe que vous le tradiez ou pas, c'est pas tant le propos. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'a priori, on sort d'un canal baissier et que on se trouve en bas d'un canal haussier de moyen terme. Plutôt, bon alors c'est vrai que par rapport au range qu'on avait avant, on est maintenant un peu au milieu de ce range. Donc c'est vrai que, encore une fois, c'est un peu tard pour l'acheter, mais si on a un dollar qui doit nous servir de boussole, eh bien ça veut dire qu'on peut s'attendre globalement encore à une appréciation du dollar, on va dire sur un horizon de plusieurs mois. D'accord, donc au moins je pense jusqu'à la fin de l'année on devrait être haussier sur le dollar. Voir hein, le dernier chiffre sur le NFP était excellent. Donc on garde en tête quand même que la Fed a pour objectif de monter les taux. Donc la Banque centrale va jouer dans le sens d'une appréciation du dollar. Évidemment c'est à pondérer avec les chiffres économiques, puisque bon, il est clair que le marché a quand même un peu digéré le fait que le dollar devrait s'apprécier. Maintenant, il n'y a pas de raison que les investisseurs, j'ai envie de dire, jouent contre le dollar alors que les taux d'intérêt vont monter. C'est un peu contre-productif. Donc ça veut dire que le dollar devrait s'apprécier au fur et à mesure donc, de l'avancée du calendrier. La problématique, c'est de ce calendrier. On ne le connaît pas vraiment. Il est quand même assujetti en fait à un certain nombre de contraintes économiques. C'est-à-dire que la Fed, si elle voit que l'économie tousse un peu, eh bien elle va certainement pas accélérer son calendrier d'augmenter des taux d'intérêt, bien au contraire. Donc, et puis elle a aussi d'autres marges de manœuvre par ailleurs. Donc il faut mesurer quand même un petit peu tous ces éléments et se dire que bon, on a un dollar qui devrait s'apprécier, mais quand même un peu difficile d'en connaître le rythme. Alors, ça c'est sur le plan fondamental. Maintenant, sur le plan technique, ma foi, tant qu'on est à l'intérieur de ce canal haussier, donc ce canal haussier de moyen terme, eh bien on a notre direction qui est donnée et notre timing qui est donné. D'accord ? Si le marché vient rejoindre la ligne médiane, on commencera à être très prudent parce qu'on sait qu'ici on a des obliques qui vont passer par là et donc on prendra des bénéfices très tranquillement en attendant d'en savoir plus. De toute façon, d'un point de vue trading, il faut vraiment décorréler, j'ai envie de dire, l'analyse, on va dire, globale du trading. Le trading doit vous faire apparaître des contraintes techniques sur vos graphes et ces contraintes techniques doivent faire l'objet de prises de bénéfices, tout simplement. Et puis, si une situation devient un peu compliquée, j'ai envie de dire c'est pas très grave puisque vous trouverez d'autres opportunités ailleurs, d'où l'importance de diversifier votre portefeuille. D'accord, à moins que vous ayez un système de tueur et que vous connaissiez un actif sur le bout des ongles,
et que vous savez le trader dans tous les sens, en intraday, en swing, très bien. Mais c'est rarement le cas. Et ce qui peut arriver souvent, c'est que un actif rentre dans une phase de latéralisation, parfois un peu compliquée, qui rend un trading un peu aléatoire et souvent très complexe. À ce moment-là, le mieux, c'est d'aller sur simplement un autre actif qui, lui, marque une tendance claire et affichée ou arrive sur une zone de retournement que vous avez clairement identifiée. À ce moment-là, vous avez des opportunités qui vous paraîtront beaucoup plus saines et surtout beaucoup plus faciles à trader. Alors, question de la part de Canou. Le fait sur l'US dollar que la phase 4 soit accompagnée d'un double bottom incite à penser que le rebond sera puissant et jusque où? Donc la phase 4, en fait, la phase 4 s'est terminée ici pour moi. Hein. C'est terminé sur les 11 675, c'est-à-dire le plus bas qui est donc sur mon graphe, sur le bas de ce canal. Donc là on a fait une vague 1 et on a fait une vague 2. Donc effectivement on est censé avoir quelque chose d'assez impulsionnel, puisqu'on est censé développer une vague 3, et on rappelle la vague 3 est la vague la plus puissante. Mais c'est pas parce que c'est la vague la plus puissante et la plus directionnelle qu'elle permet qu'elle est à prendre en cours de route. Si vous avez un TGV qui est lancé en pleine vitesse, c'est difficile de monter dedans, franchement. C'est la meilleure façon de se casser les dents. Donc il faut attendre en fait simplement que le train s'arrête à une station, et puis là ça veut dire que vous avez une phase de latéralisation, et dès que le train repart, vous pouvez partir. Donc les vagues 3 souvent ce sont des moments sur les cours où les stratégies de breakout sont intéressantes. Donc clairement, si par exemple, vous voyez ici on a une phase de latéralisation. Une première stratégie, c'est donc d'attendre simplement que cette phase de latéralisation nous donne un objectif de retracement qui nous paraît être compatible en termes de money management pour repartir à la hausse. D'accord ? C'est vrai que si jamais le marché devait venir tester cette zone-là, voyez, donc le marché revient par exemple ici, en pullback chercher donc le bas de ce canal, on aurait un stop de 189 pour aller rechercher 360. Donc là on est quasiment sur du 1 pour 2 sur le premier TP. Donc ça c'est super parce que ça vous permet de prendre 50% sur ce genre d'objectif, et vous avez donc de facto neutralisé complètement votre risque, puisqu'en ayant pris du 50% sur du 1 pour 2, ça vous fait l'équivalent de finalement de votre risque encaissé sur ce TP1. Ce qui veut dire que ce qui veut dire que le reste de votre position n'est que bénéfice. Et puis vous pouvez aussi très bien remonter votre stop, puisque si à ce moment-là on est ici, vous pouvez remonter votre stop tranquillement sur votre point d'entrée, et donc vous avez déjà fait du 1 pour 1 avec une position qui court vers un deuxième objectif. Et si jamais vous faites stopper sur le solde, vous avez encaissé du 1 pour 1. Vous voyez, c'est une façon de procéder. Donc ça, c'est une première stratégie. On attend tranquillement un repli, un retracement de l'US dollar sur le niveau de retracement, par exemple 50%. Vous voyez, si je devais mettre un niveau de retracement ici, les 50%, ce serait un très bon, une très bonne zone pour entrer avec un stop sur les derniers bas. D'accord ? On est là très précis. C'est donc les 11 865. On a donc exactement 360 d'objectifs pour 178. Donc on est exactement sur du 1 pour 2. D'accord ? Donc ça serait, j'ai envie de dire, un point d'entrée technique, sans se poser de questions. On est en pullback de cette ligne de tendance. On a un stop tout à fait logique et protégé d'un point de vue chartiste. Pourquoi ? Parce qu'on a ce canal haussier, et que si on vient casser ce bas, ça veut dire qu'on est vraiment sorti de ce canal haussier, et que pour le coup, le décompte est annulé, et puis on va commencer à se poser des questions sur le dollar, puisqu'il est en train de casser un canal haussier de moyen terme. D'accord ? Donc on n'est plus du tout dans la philosophie du trade, qui est du trade en suivi de tendance, matérialisé par un canal clair, donc stop tout à fait cohérent, et invalidation donc du décompte. Donc point d'entrée technique, qui peut faire l'objet d'ailleurs d'un point d'entrée automatique. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que les cours arrivent là, vous pouvez tout à fait mettre un ordre d'entrée au marché.
pardon, un ordre d'achat d'entrée sur ce niveau-là, 11 866. Parce que si ça se fait dans la nuit, comme ça vous êtes percuté, voilà. Bon, je suis pas en train de vous conseiller ça, mais encore une fois, c'est de l'information, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout avec vous de voir ensemble quelles sont les techniques de trading. Donc là, c'est ma petite casquette, hein, pédagogue, formateur, pour vous indiquer en termes de money management, ce qui est rationnel. À partir du moment où on a un biais logique, un biais haussier sur le dollar, matérialisé par ce canal, matérialisé par ce double bottom, ligne de coup cassé, bon, on a des arguments techniques, d'accord? Le marché peut évidemment contredire tout ça et casser vers le bas et on reverra notre copie. Mais on a quand même plus d'éléments qui viennent en faveur de cette analyse que des éléments, pour l'instant, contraires qui n'existent pas encore. Ok, donc maintenant on traduit cette analyse en trading. Premier point, si on a un TP1 sur les 1270, qui est un TP logique puisqu'il est donné par une extension, eh bien le retracement 50% peut faire l'objet d'une entrée mécanique. D'accord? Après, une autre façon de procéder, parce que le marché peut ne pas nous donner ce point, hein, c'est tout à fait possible. Une autre façon de procéder, c'est d'attendre qu'on casse en fait, qu'on casse cette résistance, puisque là, le marché nous dit qu'il est en phase de consolidation. Donc on est en train de faire une vague, on est peut-être en train de, on a peut-être terminé la vague 1, on est en train de faire une vague 2, et on va démarrer la 3 de la 3. Donc la 3 de la 3 qui est censée être une vague très directive également, très directionnelle. Eh bien, si on casse ce point-là, on pourra mettre, vous voyez, si par exemple on devait avoir vraiment un range parfait comme ceci, eh bien si on devait casser ce range par le haut, ça peut faire l'objet d'une entrée avec un stop cette fois-ci sous le range. D'accord? Et du coup, vous avez un premier TP qui vous est donné par, donc là on se mettrait en H4 évidemment, parce que pour le coup en daily on est un petit peu trop on a une vue un petit peu trop large. Vous voyez, on le voit très bien ici, le range, je vais vous le mettre par un rectangle. Donc c'est une stratégie de breakout, hein. Encore une fois, c'est une stratégie de breakout, c'est intéressant sur les vagues 3. Sur les vagues 5, c'est dangereux, puisque sur les vagues 5, on est sur des fins de mouvement, il faut quand même faire attention. Et les vagues 1, vous serez assez rarement susceptible de les trader. En moins, mais ça, comme je suis en train de travailler sur des supports de formation, c'est quelque chose que j'expliquerai. Je pense que les vagues 1 nous sont assez inaccessibles en tant que trader particulier, à moins d'être bien informé, être dans le secret des dieux. Je pense qu'on a toujours besoin de vérifier une zone de retournement, parce que les vagues 1 forcément arrivent après un mouvement contraire, puisqu'une vague 1 c'est une vague impulsionnelle qui est contrarienne avec le mouvement précédent. Eh bien, on a souvent besoin de vérifier en tant que trader particulier qu'une de nos zones de retournement stratégique est bien vue par le marché, c'est-à-dire qu'elle développe une action de prix claire. Cette action de prix claire, c'est la vague 1. D'accord? C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'effectivement on a une première vague en 5 temps, et l'idée, ça va être de prendre le bas de la vague 2 pour prendre la vague 3. Donc même si on est sur une vague 1 d'ordre supérieur, ce qu'on va faire, c'est prendre une sous-vague 3. D'accord? Bon, ça, je vous l'expliquerai un jour avec des supports de formation adéquats. Alors, juste pour information, n'oubliez pas qu'à la fin du mois, conférence FXCM, donc conférence FXCM, Daily FX, j'interviens de 15 à 16 heures de mémoire, ou 16 à 17 heures, et je vais intervenir sur les canaux de régression et Elliott. Je vais vous montrer des petites choses intéressantes, donc notez ça, notez surtout, au-delà de mon intervention évidemment, surtout prenez bien dans vos agendas, donc la conférence du 24, donc du 24 juillet ou 31 juillet, je sais plus, il va falloir que je vérifie, du coup j'ai un doute, non c'est le 24 juillet, c'est ça, pardon. Donc notez ça bien dans vos agendas, 24 juillet, conférence Daily FX, et donc c'est c'est pas le 24, c'est le 29 juillet, ça y est, excusez-moi, j'ai mon agenda devant moi, 29 juillet, j'y suis, conférence Daily FX, toute la journée, plusieurs intervenants, dont moi, donc soyez prêts à enregistrer ces différents webinaires ou pouvoir les regarder tranquillement en direct, et participer donc à cet événement en posant vos questions. Donc voilà, donc ici on a une phase de latéralisation, donc c'est un range.
Donc première façon de le trader, eh bien on attend une cassure claire de ce range. Moi je suis pas sûr qu'il casse par le haut. D'accord. On est sous une forme de résistance, on a du mal à la passer. Mais si jamais on devait la casser par le haut, eh bien on va regarder ensemble comment on procéderait. Donc la première chose à faire, c'est faire un report de range. Donc ce report de range nous donne un TP1. Notre TP2 nous est donné par le niveau des 1,618 qui vient du grand double bottom qu'on a vu en daily, donc les 12 220. Donc là, on aurait un TP technique de report de range et un TP, on va dire, un deuxième TP sur les 12 220. Donc, pour essayer d'avoir du 1 pour 2, si par exemple le marché vient à casser ce point-là, donc là on est dans une stratégie de breakout, d'accord, eh bien c'est difficile d'entrer. Pourquoi? Parce qu'on va attendre une clôture, la clôture nous amène là, notre stop il est sous ce bas là, le dernier bas en fait connu dans cette unité H4, et donc on voit par exemple qu'ici on aurait 115 points de stop pour aller rechercher TP1 80, TP2 151, on n'est pas bon du tout. D'accord. Donc ce qu'il faut faire, ça sera bien attendre un pullback. Donc on aura eu notre breakout, on va attendre un pullback tranquillement. Ça peut être par exemple sur cette ligne de support qui est là, j'ai un niveau Fibo. Et à ce moment-là, on récupère du reward. Puisque notre stop sera le même, on aura donc cette fois-ci un stop de 60 points. Pour aller rechercher du 139 TP1, 1 pour 2, c'est parfait. On sait qu'à ce niveau-là, on aura pris 50%. Donc on aura pris 50% de notre trade avec du 1 pour 2. Donc on a déjà gagné en valeur notre risque de départ. Et puis on peut très bien remonter notre stop sur notre point d'entrée. Donc là vous êtes gagnant, ici vous reprenez donc une partie de vos gains, encore, vous encaissez, et puis vous laissez traîner le solde vers des objectifs supérieurs. D'accord. Donc ça, c'est vraiment du stratégie breakout. Alors une autre façon de procéder, si vous étiez... alors après, il y a plein de types de management par rapport à ça. Vous pouvez aussi, si on est vraiment sur une 3 de la 3, si on est sur une 3 de la 3, on devrait... alors, pour Frédéric, la semaine dernière coupure sur mon émission, impossible de la revoir, elle est publiée pourtant. Je n'ai pas pu voir votre analyse sur AUD-USD, on va revenir dessus sur l'AUD-USD. Une autre façon de voir, c'est si on est sur la 3 de la 3, eh bien on devrait vraiment partir fortement. Auquel cas, eh bien, vous pouvez très bien ici prendre un TP1, et puis quand le marché vient rechercher ce point, vous renforcez et votre stop qui est initialement ici, vous le remontez d'un cran. C'est-à-dire que le risque, puisque vous avez maintenant, donc vous avez pris du TP, donc vous êtes gagnant, votre stop est sur votre point d'entrée, donc vous pouvez faire des techniques de renfort. Je sais qu'il y en a qui le font, ça mérite d'être souligné, c'est intéressant, mais pour ça, il faut être certain que le marché va être dans une tendance forte. Okay, donc tout dépend de votre style. Est-ce que vous avez un style plutôt prudent ou un style agressif? Ce genre de stratégie, quand ça paye très fort, mais ça paye pas souvent. Voilà. Par contre, vous pouvez faire de très très beaux gains du coup, puisque vous aurez accumulé quantité de renforts. Donc si on est vraiment sur une belle tendance qui retrace rien du tout, vous pouvez vraiment faire des gains spectaculaires. C'est notre façon de voir, ça correspond à un style de trading différent, mais qui est tout à fait louable. Alors, bonjour Totof, bonjour Alain41, bon vous êtes nombreux, je relais pas tout le monde. On va aller vite, il est quelle heure? Il est 30, j'ai passé du temps sur l'US dollar. On va aller regarder la UD-USD. La UD-USD, alors ma foi, la UD-USD, je vous mets en vue journée. On en est où? Eh bien la UD-USD, on est coincé, comme je vous le disais la fois dernière, on est coincé, sur entre deux informations fortes. La première information, c'est ce canal baissier, donc on est sous oblique baissière, d'accord. La UD, vous voyez, c'est une oblique baissière qui date depuis maintenant août 2012, donc on est sous cette oblique, d'accord, c'est une belle trendline. Vous voyez l'importance pour moi d'utiliser les fourchettes. Alors ça, après, bon, je ne veux pas me faire le détracteur de ceux qui utilisent les trendlines, mais pur et dur. Mais vous voyez, si j'avais dû tracer une trendline, notre trendline, elle est comme ça. Vous voyez, si je devais vraiment être sur les mèches, on est loin en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien, moi, quand j'utilise donc les lignes de tendance, en fait, utiliser des fourchettes.
parce que je vais chercher donc les contacts sur la ligne médiane, etc. Et ça renforce en fait les obliques qui du coup deviennent plus objectives pour moi, même si elles ne sont pas toujours sur les extrémités de prix, simplement parce qu'elles trouvent des reports et donc elles permettent donc de modéliser des canaux. Or, les cours oscillent toujours à l'intérieur de canaux, vont toujours rechercher à osciller à l'intérieur de canaux. Donc moi, les obliques qui ont du sens pour moi, ce sont celles qui correspondent en fait à des fourchettes d'Andrews, donc en partie supérieure ou en partie inférieure. Et les autres obliques, eh bien, à part les triangles, franchement, j'y ai en fait, je les considère avec un risque élevé. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on est donc sous une oblique baissière de moyen terme sur la UD/USD. Quand on arrive au contact d'une oblique, c'est très difficile d'acheter. C'est pour ça que je vous ai mis un rectangle rouge, c'est-à-dire que le seul plan possible actuellement, même si j'ai deux décomptes contradictoires, vous savez qu'en mensuel, j'ai quand même une préférence pour les achats. En journalier, quand je vois une contrainte comme ça, je la respecte et je me dis, bon, bah pour l'instant, vu que c'est complexe, j'ai pas envie de le trader en journalier. Par contre, si en H4 ou en intraday, je vois une structure de retournement dans cette zone, je serais plutôt enclin à shorter. D'accord? Alors ici, comme on a une information contradictoire, c'est-à-dire cette fourchette d'Andrews avec un bas qui a fait rebondir clairement les cours, ici on était shorter, vous voyez, on a trouvé résistance et on a fait un haut marginal. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des acheteurs sur la UD. Vous savez que l'or est en pleine bourre, donc la UD c'est une valeur matière première, le cuivre est haussier, vous voyez, matière première on le vend en poupe. Moi je me dis que la UD c'est difficile de le shorter. D'accord. Et pourtant, au regard de ces contraintes, retour ligne médiane, on est sous une résistance aussi, une clé Fibo. Bon, c'est pas le moment de l'acheter. Voilà. Pour l'acheter, il faudrait vraiment casser et qu'on pull back par exemple ici. Vous voyez, ça serait un plan sur la UD swing. C'est qu'on vienne faire un haut ici, marginal. Et puis qu'on revienne chercher une belle zone de pullback ici. Et là, pour le coup, j'aurais vraiment envie d'y aller pour aller rechercher, pourquoi pas, le haut du canal. Voyez, ça me paraîtrait être une stratégie saine pour faire du swing. Mais là, ici, comment entrer? Parce que c'est difficile de donner un objectif et puis on a un stop qui est très bas. Ça, on ne sait pas du tout si ça peut être tenu. Même si on est haussier, ça devrait être tenu. On n'a pas de money management. Par contre, si on vient là, bon bah là on a ce canal en soutien. Donc là, on commence à avoir un vrai point d'entrée avec un stop qui pourrait cette fois-ci être ici, parce que si on vient casser donc ce bas, les 0,73, on sort vraiment de ce canal haussier. Donc on n'est plus acheteur, vous voyez, donc du coup on sort d'une philosophie acheteuse de trade. C'est pour ça que ça, c'est un point qui me plairait bien pour acheter si le marché suit cette trajectoire. Vous voyez, et c'est un petit peu là en fait où le trading se différencie de l'analyse, c'est que l'analyse on essaye d'avoir un biais et le trading doit essayer de mettre ça en équation. Pour mettre ça en équation, pour être acheteur, pour moi, il faudrait qu'on ait une trajectoire un peu comme celle-là, qu'on casse ce haut-là pour se dire pourquoi c'est important de casser ce haut, parce que ça veut dire que le marché pourrait maintenant travailler sur cette expansion qui est ici. Vous voyez, je vais mettre une expansion qui irait de ce haut-là jusqu'ici. Et du coup, on pourrait se viser comme objectif bien, les 100% de cette expansion, c'est-à-dire les 0,80. Et donc, c'est un objectif tout à fait logique, puisque c'est un objectif d'expansion. Et donc, ces 0,81, avec une entrée sur les 0,74, un stop qui serait sur les derniers bas, marginaux ou celui-ci, vous voyez, là on aurait 320, pour aller rechercher 726, ça y est, on commence à voir notre 1 pour 2. Si on est malin et qu'on voit un petit price action ici se développer, on essaye du coup d'avoir notre stop un peu plus serré, 148, pour rechercher 700, 720, et là on commence à avoir un risque reward qui commence à être vraiment sympa. D'accord? Donc, on a transformé un biais directionnel en quelque chose de tradable. Maintenant, donc là c'est trop tôt en fait pour acheter. D'accord. Par contre, pourquoi pas rechercher une vente, mais pareillement, rechercher une vente ici avec cette oblique qui viendrait éventuellement en soutien,
c'est pas évident. Donc là, pour le coup, chercher une vente, il nous faudrait, là ça serait forcément un TP1, il faudrait vraiment la jouer, je pense, dans une unité de temps inférieure, et regarder ce qu'on peut dénicher comme structure en horaire, en intraday. Donc je pense qu'on ne peut pas acheter pour le moment, il est trop tôt pour acheter, et je pense que vendre c'est un peu difficile au regard de la structure dans laquelle on est. Donc on peut essayer de regarder ce qui se passe sur les attractifs. Regardons par exemple sur l'USD4 qui est inversement corrélé. Et l'USD4, pour moi, j'ai l'impression qu'il est haussier. Alors je vais me mettre en daily pour voir ça. Pourquoi l'USD4 parce que la USD et l'USD4 sont inversement corrélés. Moi j'ai l'impression qu'on a fait ici une première vague A et qu'on vient de terminer la vague B ici. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait une vague B plus ou moins en triangle. Alors, c'est pas quelque chose qu'on rencontre fréquemment, mais comme on est soutenu par cette fourchette d'Andrews, enfin ce canal de régression haussier potentiel, que je vais quand même mettre en pointillé parce qu'il est quand même pas super objectif. Il est objectif parce qu'il prend en compte des points quand même clairement identifiés, puisque ici on a, vous voyez d'ailleurs, si je devais prendre des trendlines, ici j'ai une trendline qui passe comme ça, quoi, hein. D'accord. Donc c'est pour ça que je peux pas être tout à fait objectif sur cette fourchette. Si je devais prendre les points extrêmes, on est sur un canal qui est plutôt comme ça. D'accord. Bon, c'est peut-être ça, hein, d'ailleurs, le canal. En tout cas, d'ailleurs, je vais quand même le mettre comme ça, parce que je suis quand même beaucoup plus objectif. J'ai dû le décaler pour des mauvaises raisons. Donc, on a notre canal qui est là. On a ici un gros problème sur les 13,80. C'est un niveau d'expansion. On sait que c'est un niveau de retracement. Enfin, on sait que les 1,34, 1,36, à partir de là, il faut commencer à se dire qu'on passe shorter sur l'USD-CAD. Bon, en attendant, on a eu ici une impulsion haussière, même si elle s'est faite en 3 temps, c'est pour ça que je pense que c'est une vague A ou une vague W. On a fait ici A, B, vous voyez, c'est des vagues en 3 temps, C, D et E. Si on se passe en H4, on le voit mieux. Et donc, je pense que là, on est en train de s'extraire plus ou moins d'une structure un peu en triangle. J'ai envie de dire que l'USD-CAD est haussier, même si j'ai vraiment pas envie de le trader. D'accord. Si vous deviez trader ça, néanmoins, si vous deviez trader ça, eh bien, une bonne façon de faire, c'est de mettre un stop sous le point C. Techniquement, on est censé le mettre sous le point E, mais je suis quand même pas super serein pour mettre un stop ici, franchement. Donc, c'est mettre un stop sous le point C, parce que si on vient casser le bas du point C, ça veut dire que ça, c'était pas le point C, et que donc, on était dans quelque chose d'un peu plus compliqué, qui n'était pas vraiment un triangle. En plus, de vous à moi, objectivement, le triangle, il a quand même une sale tête, d'accord. C'est pas un triangle tout à fait symétrique, l'angle, il est assez moche, mais d'un point de vue héliotiste, il se tient, d'accord. Donc acte. Maintenant, est-ce que ça c'est une vague 1 et qu'on est en train de faire la vague 2? Là, ça pourrait être un point d'entrée avec un stop ici, et de toute façon, en faisant ça, on a du reward pour aller chercher les 1,3380. Bon, là, j'avais mis ma petite casquette trader, mais en tout cas, en termes d'analyse, on est dans une structure un peu complexe, qui n'est pas évidente à déchiffrer, qui peut se déchiffrer sous cette forme-là, c'est-à-dire une vague B en triangle. On a fait une vague A et une vague B qui se termine ici, avec une vague C à venir, qui pourrait porter les cours vers les 1,3380, 1,34, peut-être même un peu plus haut. D'accord. Si c'est le cas, ça veut dire que l'AUD peut baisser. Okay. C'est pour ça qu'ici, je vous dis, attention, maintenant, après je vais vous parler un petit peu des devises avec un peu de recul. Bonjour Luciano, qui nous a rejoint sur le chat. Bon, maintenant, voilà, ça veut simplement dire une chose, c'est que l'AUD est sous résistance, que l'USD-CAD est potentiellement sur une forme de support, et que donc, même si le support il est quand même pas franchement évident, on est en train de latéraliser plus ou moins. On arrive sur un support qui peut être un support dynamique. Ça peut faire l'objet d'une opportunité ici acheteuse et vendeuse sur la UD-USD si on a un price action qui se développe.
D'accord? Bon, moi je suis pas super fan. En tout cas, retenez quand même une chose, c'est que les devises, elles sont quand même, elles avancent un peu en ordre dispersé en ce moment. D'accord? L'euro et on peut voir l'euro d'ailleurs. Euh, L'euro USD, et ce qui explique d'ailleurs que l'US dollar, on l'a vu, hein, il est lui en train de latéraliser. C'est-à-dire que finalement, les devises entre elles majeures se neutralisent les unes envers les autres pour finalement donner un dollar qui finalement ne s'apprécie ni se déprécie. Donc ça veut dire qu'elles ont toutes à ce moment-là leur propre rythme, elles ont récupéré leur propre rythme. Si on avait un dollar, un US dollar index qui était très directionnel, bon, à ce moment-là, vous pouvez être à peu près sûr que sur toutes les majeures, c'est le dollar qui l'emporte. En ce moment, c'est un peu moins vrai. Vous voyez, on a un USD CAD qui a l'air de vouloir s'apprécier, un AUD qui a l'air de vouloir s'apprécier, un USD Yen qui s'apprécie. Vous voyez, pour l'instant, on ne peut pas dire que le dollar est la monnaie qui donne la direction. Donc, il faut analyser les graphes, j'ai envie de dire un peu indépendamment les uns que les autres. Quand vous avez un dollar qui est très directionnel, une bonne façon de faire, enfin moi je trouve qu'il y a deux façons de faire. Quand vous avez un dollar qui est très directionnel, soit vous prenez la devise qui fait office de contrepartie, qui est la plus faible. Si par exemple vous avez un AUD qui sous-performe un NZD et toutes les autres, vous savez que vous avez cette possibilité-là, un strong week sur FXM, de regarder quelle est la monnaie qui sous-performe ou sous-performe le plus à un instant T. Et bien si vous avez un dollar qui est très directionnel, vous prenez la monnaie qui sous-performe le plus et vous vous placez dans des stratégies de breakout. D'accord? Ou alors, autre façon de faire, vous regardez quelle est la monnaie qui est le plus en retard. Et vous attendez un retracement clé qui arrive sur une zone de retournement stratégique. Parce qu'à ce moment-là, ce qui peut se passer aussi, c'est que les autres monnaies, comme elle, ça veut dire qu'elle se sera beaucoup dépréciée, elle va à un moment donné temporiser et les autres vont finalement perdre un peu l'avance qu'ils avaient sur cette monnaie-là. Et à ce moment-là, ça peut être une monnaie intéressante à jouer. Cette fois-ci dans une stratégie contrarienne. D'accord? Donc du coup, ça veut dire que on peut jouer potentiellement, en fait, on va se mettre dans une idée, toujours de jouer dans le sens du dollar, mais on va attendre donc que la monnaie qui était la plus forte contre le dollar ait fini son retracement. Vous voyez? Et à ce moment-là, on a une chance que cette monnaie qui superformait les autres à un instant T soit celle qui va sous-performer, parce qu'on ne peut pas sous-performer tout le temps. À un moment donné, vous voyez, ce sont des cycles, et à un moment donné, il y a une inversion de cycle. Donc soit on arrive à choper un haut de cycle, et puis on se positionne contre cette devise, toujours dans le sens du dollar, et à ce moment-là, on peut profiter d'une belle impulsion, soit on se pose moins de questions, et on est dans une stratégie de breakout pour profiter d'une tendance. D'accord? Bon, vous savez que les outils que j'utilise, avec les canaux qui nous permettent de définir des zones de retournement stratégique, se positionnent plus dans ce type de stratégie qui est d'attendre un retracement pour, à ce moment-là, parier sur un retournement de court terme qui irait dans le sens d'une tendance de fond. D'accord? Donc je ne suis pas dans une stratégie de breakout. Voilà. Mais il y a pour moi vraiment il y a trois types de stratégies, pour résumer. Stratégie de breakout, on attend qu'un range casse et on y va, stop sous le range, et puis on fait des TP assez courts par report de range avec des stratégies de renfort, pourquoi pas si la tendance est très forte. Soit on attend un retracement, deuxième type de stratégie, et à ce moment-là, il faut avoir le bon timing, et les canaux de régression nous aident à avoir ce timing. Donc deuxième stratégie, soit on fait du range trading, on a identifié une zone de range, et puis on short le haut du range, on achète le bas du range. À ce moment-là, on peut céder des bandes de Bollinger, on peut céder de tout ce qui vous sert à déterminer qu'une volatilité, c'est finalement un peu aplati, neutralisé, et qu'on n'est pas dans un mouvement qui va repartir. C'est-à-dire, grosso modo, pour moi, ces phases-là, ces phases de range doivent correspondre à des bandes de Bollinger qui se rapprochent. Donc on serait sur des phases 4. D'accord? Mais si vous êtes en phase 2 d'une bande de Bollinger, là il faut maintenant peut-être plus être dans des stratégies type breakout, puisqu'on est censé être en vague 3, ou alors attendre un retour vers des bas de bande ou des bas de canaux, des outils qui vous permettent d'avoir un timing et un point d'entrée, on va dire timé, pour à ce moment-là jouer une phase de fin de retracement et repartir en tendance. Voilà, donc trois grands types de stratégies. Exemple de bench de sous-performance de monnaie par rapport à l'US dollar. Bon bah là on a eu le GBP USD. Hein.
clairement le GBP USD qui a été la monnaie qui a sous-performé le plus par rapport au dollar. Mais est-ce que ça rendait le GBP tradable? Non, parce qu'on était vraiment sur un événement, j'ai envie de dire, un peu systémique et inattendu, qui était le Brexit. D'accord? Donc très difficile quand même à jouer. Il y en a une autre, c'est l'USD Yen. Et l'USD Yen est intéressant. Et je vais vous montrer pourquoi. Voilà un exemple type de monnaie qui a vraiment sous-performé le dollar et qui arrive sur une zone intéressante. Alors, j'ai modifié mon décompte parce que sur un retracement de cette ampleur, pour moi, l'USD Yen c'était plus possible qu'on était en vague 4. Donc, je pense en fait qu'on a fait une vague 5 et que là, on a fait simplement un retracement en 3 temps. Et pourquoi je vous dis que c'est intéressant l'USD Yen, même si cette fourchette pour l'instant est spéculative, elle est vraiment spéculative, parce que je ne suis pas encore sûr de mon troisième point pivot. J'ai un point pivot qui est ici, j'ai un deuxième point pivot qui est ici, mais j'ai pas encore troisième point pivot. Cependant, j'ai des arguments pour me dire qu'on l'a potentiellement réalisé. C'est que si vous mettez un retracement Fibonacci depuis le début de la tendance haussière, c'est-à-dire octobre 2011, on vient de toucher le retracement des 50%. C'est-à-dire que l'USD Yen a retracé 50% de toute cette tendance haussière. On sait que les 50%, c'est un bon niveau de support. Alors, ça veut pas dire que c'est le support sur lequel le marché va rebondir et repartir en tendance haussière, mais c'est en général un bon support et qui peut effectivement faire repartir les cours en tendance haussière. Donc c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que vous voyez ici, on a trouvé un support chartiste. Vous voyez ici, regardez combien de temps l'USD Yen avait latéralisé sur le niveau des 170. On a latéralisé, mais plusieurs mois ici. D'accord? Donc on avait trouvé un vrai support à cette époque-là, avant de repartir en tendance. Le marché est revenu chercher ce support chartiste. Donc on est sur le niveau de retracement 50%, et on est sur un niveau chartiste. Deux éléments pour nous. Et si on y regarde de plus près, encore, vous voyez que j'ai mis une grande oblique noire qui est ici. Vous voyez cette oblique? C'est une oblique de long terme. Alors, j'ai préféré prendre ce point ici, on a légèrement mordu, et ce point-là. J'aime bien cet angle parce que ça correspond également, vous voyez, on peut modéliser avec cet angle un canal baissier. Vous voyez, toujours cette optique d'essayer de mettre en face d'une ligne, d'une oblique, une autre oblique pour chercher un canal. Si on trouve un canal, ça renforce l'oblique. Eh bien, on est en pullback de cette oblique. Donc le marché ici avait cassé une grande consolidation baissière, en 3 temps plus ou moins, et on est venu la rechercher en pullback. Donc pour moi, l'USD Yen, qui a sous-performé, mais alors la plupart, quasiment la totalité en fait, en fait ça veut dire oui, que l'USD Yen était très faible, c'est-à-dire que le Yen était très fort, pardon, autant pour moi, c'est-à-dire qu'on avait un Yen qui superformait, pour être très rigoureux, on avait un Yen qui superformait les autres devises. Donc je pense à l'euro, je pense à l'AUD, je pense au NZD, évidemment aussi au GBP, hein, puisque le GBP s'est écroulé face au dollar. Eh bien, il est possible maintenant que le dollar reprenne vraiment de la vigueur face à ce yen. Donc, on est ici dans une stratégie qui n'est pas du tout évidemment une stratégie de breakout, mais qui serait dans une stratégie de finalement de parier sur le dollar face à une monnaie qui avait superformé très longtemps les autres monnaies. D'accord? Et qui peut être dans une inversion de cycle. C'est-à-dire qu'il va peut-être se mettre maintenant à sous-performer les autres devises. D'accord? À ce moment-là, il faut regarder ce que peut donner l'euro-yen également, il faut regarder l'AUD-yen, NZD-yen, se forger une conviction que le yen est peut-être sur une phase de retournement sur la plupart des devises. Ça renforcera évidemment des prises de position contre le yen. D'accord? Donc voilà une façon de procéder. Alors, pour l'euro USD, écoutez, l'euro USD, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est vrai que là, on est en pullback, donc on pouvait rechercher une vente, mais qu'on peut faire un haut marginal. Donc on est quand même sur cette oblique qui est ici. Je suis toujours baissier sur l'euro, mais
C'est difficile à trader, franchement. Je pense qu'ici on a une belle impulsion. Si on devait revenir, par exemple, tester les 1,12,20, ma foi, on aurait retracé. Donc, vous voyez, si je fais, c'est pas ce que je voulais faire. Si je devais, voilà, mettre un niveau de retracement par rapport à cette impulsion ici baissière, on aurait retracé 61,8 de cette bougie baissière. Vous voyez ce grand maroubouzou qui est là, enfin, cette grande bougie baissière. Donc sur les 1, 12, 20, 30, vous voyez, on serait sous résistance chartiste, on serait sur les 61,8 de cette vague là. Donc ma foi, ça serait intéressant si ça c'était une vague, on a fait 1, 2, donc si c'est la vague 1 de la vague 3, on a fait AB plutôt, si c'est la vague 1 ou A de cette vague C de la vague D, excusez-moi, bon j'espère que vous y retrouvez d'un point de vue des comptes, ça veut dire que là on s'attend à une vague 3 ou une vague C baissière, et qu'à ce moment-là on est sur le retracement 61,8 donc de cette vague, sous résistance, ma foi les 1,12,20 peuvent faire l'objet d'une vente avec un stop sur les plus hauts pour rechercher le bas du canal ou les 1,0625. C'est quelque chose qui est possible. C'est pas forcément évident, mais on aurait un deuxième pullback sur cette oblique, on aurait des arguments techniques, hein, on aurait une résistance de court terme, on aurait donc les 61,8 de cette bougie baissière qui est là, et cette oblique. Donc trois éléments qui nous feraient penser qu'effectivement l'euro peut partir baissier. D'un point de vue timing, est-ce qu'on peut y joindre une fourchette d'Andrews, c'est-à-dire qu'on aurait cette vague-ci et cette vague-là? Bah, vous voyez, on serait également sur le haut de cette fourchette d'Andrews. Donc, pourquoi pas, même si moi je préférais éventuellement, vous voyez, faire plutôt quelque chose comme ça pour trouver le meilleur timing. Ici, ma foi, on serait pas mal d'un point de vue prix et d'un point de vue timing pour reshorter l'euro. Nous aurions alors un stop placé sur les derniers hauts, les 1,1428, et on va rechercher le bas de la fourchette où on mettra une jolie expansion 100%, on prendra un TP retour ligne médiane et puis le bas du canal en TP final. D'accord, puisqu'on s'attend après à une dernière vague haussière à l'issue de cette vague D, une vague E. Ok, donc vous voyez comment en daily je procéderai en étant objectif, hein, c'est-à-dire que je regarde niveau de retracement 61,8, c'est une résistance en clôture. D'un point de vue timing, quand je mets la fourchette d'Andrews que j'aligne sur les plus bas, le timing optimal nous donne un prix qui converge avec le haut du canal baissier. Donc j'ai mes éléments techniques, en plus cette oblique, pour me dire que ça c'est un point d'énergie baissier. Ici on a un stop rationnel, puisque si on vient à passer ce prix, c'est qu'on a réintégré finalement cette trendline, on n'est plus du tout dans le trade de départ, dans l'esprit du trade de départ, donc c'est une belle invalidation. Et puis on a du reward totalement, puisque on aurait 195 points à peu près de stop pour aller rechercher 300 ici TP1 et puis 585. Donc vous auriez, si on moyenne le tout, largement du 1 pour 2. Okay, donc voilà une belle façon de voir. Le NZD-USD, moi je dis attention, sur ce double top qui était ici, en alignant le canal sur les bas, on arrive sur la zone haute bientôt, donc je m'attends bientôt à un retournement sur le NZD-USD. Qui dit retournement sur le NZD-USD sera intéressant aussi éventuellement à trader par rapport aux autres devises. Donc on regardera à ce moment-là l'AUD-NZD, on pourra regarder le NZD-Yen. Vous voyez, en fait, il faudra regarder, si on pense que le NZD-USD va se retourner, c'est-à-dire que le NZD-USD va être baissier. Est-ce qu'on aurait à ce moment-là un USD face à une autre devise qui pourrait être baissière également? Ça c'est intéressant, parce que si c'est le cas, ça veut dire que vous allez avoir par exemple, je sais pas, est-ce que si on a un euro qui se met à superformer contre le dollar, bah, ça voudrait dire que l'euro NZD va être super haussier. Voyez, quand vous avez une conviction sur une devise par rapport au dollar, regardez si vous ne pouvez pas avoir une autre majeure
qui irait dans le même sens, dans la même direction, puisqu'à ce moment-là, ça veut dire que vous allez avoir une croisée qui pourrait être hyper directionnelle. D'accord? Donc, à méditer, en tout cas, voilà, c'est une idée que je vous donne. Alors, vous voyez ici le CHF Yen, également, qui arrive sur un bas de canal haussier potentiel. Si je ne tiens pas compte de cette mèche, mais je tiens compte de ce prix-là, vous voyez, on a un prix qui arrive sur un bas de canal. On sait que l'USD Yen arrive sur une zone de retournement potentiel. Le CHF Yen également aussi. Potentiellement, il peut aller rechercher la ligne médiane. Donc vous voyez ici, on aurait une deuxième confirmation. Est-ce que l'euro yen est dans le même genre de la même genre d'optique? Encore une fois, plus vous aurez de devises contre le yen qui arrivent tout en même temps sur des zones de support, vous pouvez vous dire quand même qu'il y a une vraie probabilité que le yen se retourne. Ok. Alors, on va switcher sur les indices. Il me reste quelques minutes. Alors, on va parler justement du Nikkei. Alors vous voyez, moi le Nikkei, tout de suite j'ai mis des fourchettes haussières parce que le Nikkei en hebdo, pour moi, on est toujours sur cette phase de retournement, un beau canal. Pour moi, je pense que le Nikkei, il devrait s'apprécier, quoi. C'est-à-dire qu'un Nikkei qui va retrouver le sens de l'USD Yen. On sait que le Nikkei est positivement corrélé à l'USD Yen. Donc, je ne serais pas surpris que là, on y aille, on soit haussier. Si je regarde, on m'avait posé la question sur l'indice espagnol. L'indice espagnol, il a cherché un bas de canal. Pour moi, il est en train de former un double bottom. Il n'est pas très propre. Donc j'ai pas vraiment de canal haussier à vous donner en fourchette d'Andrews d'ordre supérieur. Celle relative à ce double bottom, elle n'est pas propre. Donc je peux pas vous dire que c'est vraiment objectif. Bien au contraire. Par contre, on a atteint des objectifs de double top ici sur les 200%. On est sur un vrai support. On a atteint un bas de canal. Moi, je pense qu'ici, on est bullish donc sur l'indice espagnol. Si je regarde le DAX et le CAC, dont effectivement j'ai changé le décompte, et je vous ai donné en fait un article sur DailyFX. Vous vous rappelez, sur le SP, depuis longtemps je dis que le SP, on a fait une fin de vague 4 et qu'on attaque la vague 5. La vague 5 s'est vue confirmer ces derniers temps par un plus haut historique. Alors qu'on avait des scénarios très pessimistes à un moment donné sur le SP qui émergeaient un peu partout. Et pourtant, vous voyez, les scénarios héliotistes l'ont emporté. Bon, alors c'est le marché qui l'a emporté évidemment, mais on va dire qu'ils ont confirmé ou qu'ils ont validé. Plutôt dans ces termes-là. Je préfère vraiment, encore une fois, devant le marché, rester modeste. Le marché a confirmé les décomptes que je proposais sur le SP. Sur le DAX, je pensais qu'on avait terminé la vague 2 ici. On a fait une vague 2 finalement plus basse, mais ça ne change pas le décompte, parce que je pense vraiment qu'on a fait une vague 1 ici, c'est juste que sur Brexit, on a fait une vague 2 plus basse. Bon, de toute façon, ici, je vous avais dit, attention, c'était un point de short, donc je vous avais demandé de sortir, bon, et puis il y avait le Brexit, donc j'espère que vous n'êtes pas rentré pendant cette phase-là. Je pense qu'ici, le fait qu'on ait cassé cette résistance valide un 1, 2, 3 reversal, et donc moi je suis bullish sur le DAX. Donc on a fait une vague 1, 2, de la vague 2, donc on est en train de développer la vague 3. Donc idéalement, ça devrait être la 1 de la 3. J'espère un retracement pour après prendre la 3 de la 3. Une 3 de la 3 qui devrait nous emmener aller chercher, je l'espère, le TP vers le TP1 vers les 10 350. En tout cas, j'ai un peu de mal à être tout à fait serein et certain de ce décompte, parce qu'on a quand même une structure qui est quand même très moche, mais on peut avoir une structure finalement en 3 temps, avec une vague A baissière, une vague B en 3 temps qui est quand même un peu tirée par les cheveux, mais qui est possible d'un point de vue des comptes, avec une vague C très directionnelle. Et à ce moment-là, fin de vague 2. On aurait donc cherché les 0,61,8 de retracement de cette vague 1, et là, on trouve un support, et on y va. D'accord ? Donc on a des indices européens qui sous-performent les indices américains, c'est clair. Ok ? Mais entre acheter du SP sur ces niveaux-là, avec des stops qui sont pas évidents du tout, bon, maintenant si on est en vague 3, certes, si on est en vague 3, on peut mettre un stop sous le bas de la vague 2, puisque la vague 3 devrait être très directionnelle.
D'accord, mais on arrive sous l'oblique, on arrive sur des niveaux d'expansion, on arrive sous résistance sur le SP. D'accord, et le SP, regardez où est-ce qu'on est quand même, hein. Le SP, si je prends du recul, on a un beau canal haussier, hein, sur le SP, certes. D'accord, très beau canal haussier, ajusté sur les hauts. Là, vrai point d'entrée. Mais on arrive sur la ligne médiane. Donc ça veut dire qu'on arrive dans une zone un peu de résistance qui peut ne pas être simple, ou pas. En tout cas, si on casse ça en impulsion, on aura confirmation qu'on est bien en vague 3 haussière, et que ça, c'est pas un haut marginal avec quelque chose d'un peu plus compliqué à venir. Et surtout, si c'est cassé net, ça veut dire la certitude que le SP va être encore bullish pendant pas mal de temps pour aller rechercher, je pense, les 2450 à terme. Donc moi, c'est ce que j'aimerais, honnêtement. J'aimerais une belle impulsion qui casse, comme ça, le marché s'éclaire, on attendra une phase de retracement, puis on va trader ça jusqu'à un niveau donc de 1,618 de vague 1-2, qui pourrait être donc les 2450, c'est-à-dire un gros potentiel encore, surtout 2016, sur l'indice donc américain. Okay, mais entre trader le SP sur ces niveaux-là, qui arrive sous résistance, avec un niveau qui n'est pas évident, ou trader le DAX ou le CAC 40 qui montre une même configuration, c'est-à-dire certes, certes en sous-performance, mais avec peut-être, parce qu'ils sont en sous-performance, un meilleur potentiel en termes de risque-reward. C'est une question de style. Voilà. Soit vous êtes plutôt fan des breakouts et vous allez préférer le SP, soit vous considérez qu'il y a encore beaucoup à faire sur les indices européens, et ma foi, essayez de vous positionner sur ces indices. Moi, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. En tout cas, c'est une question de style. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que a priori, on est sur le CAC 40. Et si je devais remettre mon canal de moyen terme, vous voyez, on a tapé le haut du canal, on est revenu chercher la partie basse, on est potentiellement, vous voyez, en train de faire un bottom. Ça me parle quand même pas mal, dans le sens où si le CAC devait monter, ce que je pense, on sait qu'on a déjà un objectif 1 vers la ligne médiane par action-réaction. C'est-à-dire qu'on a tout de suite quelque chose d'assez net. Sur le SP, la ligne médiane a été recherchée. Donc vous voyez, il y a un écart en fait de potentiel. C'est-à-dire que oui, le SP il est bullish, oui, il superforme, oui, il est fort, oui, d'accord. Mais maintenant, on a atteint déjà des objectifs intermédiaires, ce qui n'est pas le cas sur le CAC. Donc il y a plus de choses en amplitude à aller chercher sur le CAC, en relatif, que sur le SP. Donc on ne peut pas avoir les mêmes stratégies. Donc privilégier les stratégies de breakout sur le SP, alors que sur le CAC, on peut encore chercher, ici, vous voyez, sur le CAC, hein, franchement, si vous deviez rentrer ici, avec les objectifs que je vous donne, eh bien, ma foi, là, le stop, il est là. Hein. Puisque là, si on a fait une vague 1, 2, on est en train de faire une vague 3, 4, 5, ça sera qu'une vague 1. Une vague 2, je pense pas qu'on va revoir ce stop qui est ici. On va revoir ce bas. Donc, ça peut être une manière de faire en journalier, c'est d'entrer sur rupture donc, de cette vague 1-2. Donc on a un 1, 2, 3 reversal si vous voulez, on vient de le rompre, donc on entre, stop sur les derniers bas, on essaye de prendre un TP 1 pour 1 pour neutraliser le risque, et puis neutraliser le risque, ouais, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire ici. C'est-à-dire que si jamais votre trade, si vous prenez là, hein, ici, encore une fois, c'est pas un conseil que je vous donne, j'ai pas la science infuse sur ce type de situation. Mais globalement, vu qu'on a quand même une fourchette d'Andrews qui passe là et qui peut trouver résistance ici, vous voyez, ici on serait quand même pas tout à fait serein. Vous voyez, j'essaie juste de regarder quelles sont les contraintes qui pèsent, d'accord, sur le marché, pour essayer de voir qu'est-ce que ça signifie en termes de money management. Quand le marché va revenir là, ma foi, on revient en haut du canal baissier. Donc on peut avoir une réaction baissière, ici, d'accord. On oublie les décomptes, on raisonne juste chartiste. Là, on va être sur la ligne médiane. On sait que cette ligne médiane a de fortes chances d'être recherchée par le marché. Donc ce qu'on sait, c'est que là, le CAC va être attiré par ce point. Mais qu'une fois qu'il sera arrivé sur ce point, on est sous résistance. Vous voyez, c'est une résistance chartiste, c'est une résistance, c'est une oblique baissière,
et c'est également une résistance dynamique apportée par cette onde rouge. Donc c'est pas évident. Ce point-là peut faire l'objet d'un retracement. D'accord? Donc ça veut dire qu'acheter le CAC là, il est où le risque-reward? Il n'est pas évident, hein, parce que là c'est forcément un bon TP en fait ici. C'est un TP parce qu'il va falloir... soit vous avez acheté quelque part là et là vous êtes bien, soit vous avez acheté là, ici, pour le coup ici c'était une zone qui était magnifique, les 4000 on en avait parlé, avec un stop sur les derniers buys, alors là vous êtes magique, parce que pour le coup vous êtes dans votre trade et puis vous le tenez quoi, tout simplement. Même si vous pouvez prendre un TP ici, le reste vous le tenez. Si vous avez pris ici, bah, vous pouvez vous faire stopper hein, pour repartir derrière, donc il n'est pas évident en fait le trade. Il n'est pas évident. Peut-être qu'une façon de le prendre, c'est en intraday. Vous voyez, à ce moment-là, on se mettra en H4. On va se mettre en H4. Et en H4, je fais un peu attention à l'heure, je vais devoir vous laisser. Et en H4, on essaye de regarder. Donc ici, on a une fourchette comme ça, que je positionnerai comme ça. Une façon de faire, ça pourrait être... bon, je vais repositionner comme ça précisément quand même. Ouais, on peut avoir un blocage, on peut, une façon de faire, ça pourrait être en fait de vérifier que le marché, il aille bien chercher le haut de ce canal. Vous voyez, je l'ai ajusté sur les bas, hein. D'accord? Je l'ai ajusté sur les bas parce que j'attends, vous voyez ici, on a une résistance. Donc ici, on peut avoir un point de blocage. Mais l'idée, ce qui serait super, c'est qu'on casse cette bougie qui est là, voire même ce haut qui est ici. Que le marché nous dise que oui, il casse tout ça, il casse les résistances. Et après, l'idée, c'est d'attendre un retracement. Qui casse ça, vous voyez, idéalement. Donc 1, 2, vague 3, et qu'il aille rechercher, même si après il reflue sous résistance, c'est pas grave, qu'il aille rechercher le bas de notre canal de régression. Et là, on se retrouverait en H4 sur une belle phase, sur une belle zone de support. Vous voyez un petit peu comment graphiquement j'interviendrai sur le CAC 40. Dire que là, on sait que c'est pas évident de trouver du reward et il y a vite des contraintes. Par contre, si on vient là, et en plus c'est surtout une question de timing, si on vient là, le marché nous indique qu'il casse quand même des résistances, qu'il fait des plus hauts, donc ça valide un peu ses décomptes, et là, on aurait un bon timing ici pour repartir. Donc on aurait deux façons de procéder, soit on attend une action des prix, que ça parte et on met un stop ici, soit on se pose pas de questions, on met un stop là. Dès que le marché vient rechercher la ligne médiane, vient faire grosso modo du 1 pour 1, je prends un TP1 et mon stop qui est ici, je le remonte. Et à ce moment-là, bah, vous avez gagné la taille de votre risque en position. Donc vous avez déjà fait du 1 pour 1 et puis vous ne pouvez plus perdre sur votre solde. Donc voilà une autre façon de procéder. Bon, il y en a d'autres, mais c'est celle que j'adopterai moi. D'accord? Voilà, donc Alain, bon, le CAC et le DAX étant dans des configurations à peu près similaires, je pense que tu peux faire des transpositions de graphe à graphe pour trouver le même type de stratégie. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va en rester là, juste pour le Bund. Si les indices sont haussiers, peut-être que le Bund va être baissier. Vous voyez le Bund, les 168,10 qui posent problème sur le Bund. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que là, on ait un biseau. Voilà. Que ici, le marché nous fasse un truc un peu comme ça. Vous voyez, qu'il aille rechercher ici, quelque part, cette oblique qui est ici. Alors vraiment, j'aimerais ce genre de structure. Je ne sais pas s'il va la faire, hein, on est d'accord. Mais si le marché commence à osciller comme ça, dans un range de plus en plus, un range, une oblique, en fait dans deux obliques haussières, ça veut dire qu'on a une structure de retournement chartiste potentiel et que là, il y aura des choses à faire sur le Bund, donc après en stratégie baissière. On n'y est pas encore. En tout cas, les 168,10 que je vous avais donné ont très précisément fait réagir le marché à la baisse. Okay, donc à voir ce que le marché va nous donner. Pour le moment, j'ai pas trop de fourchettes à vous donner, peut-être celle-ci, peut-être qu'on peut avoir une fourchette baissière, mais ça peut être une fourchette comme celle-là, mais tant qu'on n'a pas été rechercher sa partie basse, vous voyez, c'est peut-être ce que le marché a fait.
Si le marché vient rechercher ça, comme ceci, voyez, il vient casser donc cette petite oblique qui était ici, voyez, et qu'après il vient rechercher le haut du canal, alors là pour le coup, moi je serais vraiment tenté de le shorter ici, d'un point de vue timing, avec un stop sur les derniers hauts, on vise ligne médiane TP1, on vise TP2, parce que là on aurait une belle expansion à mettre, voyez, on vise TP2 100%, donc ça veut dire qu'on va viser une ABC, A, B et C, donc on chercherait les 164 TP2, et le reste on fait courir, parce qu'on sait que en hebdo, on est peut-être arrivé sur un point de retournement swing, d'accord. Voilà, voilà. Donc, je vais en rester là. Donc, vous voyez, ça, c'est des idées que je vous donne, hein, encore une fois. Ça, c'est de la simulation, parce que je ne sais pas si c'est ce que le marché va faire. Mais c'est une idée de trading qui pourrait trouver vraiment une bonne opportunité si le marché suit cette trajectoire. D'accord? Vous voyez, ici, on est un peu mix entre analyse et trading. Mais c'est ma façon de procéder. Et en tout cas, on verra bien si le marché va suivre ça. Mais ce que je vous dis, c'est que pour le moment, sur le Bund, c'est trop tôt pour shorter. Il faudrait que le marché fasse soit ça, soit nous forme un biseau. Et à ce moment-là, on pourra trouver ici des surcassures, des stratégies baissières. Donc pour le moment, on attend sur le Bund. On verra bien si on va avoir des constructions qui nous permettent de trader qui vont apparaître. Mais on sait qu'on est sous une résistance et que pour le coup, il est bien trop tard pour acheter quoi que ce soit sur le Bund et encore trop tôt pour vendre. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Demain c'est férié donc je ne produirai pas d'article, je vais vous en envoyer un aujourd'hui. Et on se retrouve vendredi pour un article et puis pour mercredi prochain pour le prochain webinaire. Merci à vous, content qu'il n'y ait pas eu de coupure. Je pense que ça sera comme ça maintenant à chaque fois. Et je vous souhaite donc une bonne fin de semaine. Oui voilà, pour les idées, ça ouvre les horizons et surtout ça vous permet de ne pas être inactif pendant que le marché latéralise. Ça vous permet de cogiter, de trouver des situations qui ont un potentiel si le marché suit vos trajectoires. En tout cas, ça sera quelque chose de sérieux derrière à trader. Voilà, allez, je vous laisse. Bonne soirée à vous tous et à bientôt. Terminé, impeccable.